Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Call Hebdo. Nous allons parler de ce qui s'est passé dans le portefeuille la semaine écoulée, donc celle qui va du 14 au 18 avril. C'est l'objet de la newsletter numéro 42 que j'ai publiée sur Substack ce matin et qui sera bientôt disponible avec l'enregistrement de cette vidéo sur LinkedIn. On va parler du portefeuille et puis on va aussi parler de Pfizer, qui est une valeur du portefeuille. Je pense que Pfizer n'a pas besoin de présentation. C'est une big pharma américaine. Et on va en parler parce que notre partenaire SimpliSafe Dividend a baissé son rating, son safety rating. Donc, c'est un rating qui permet de juger de la prévisibilité du dividende. Donc, le safety rating de Pfizer a été abaissé de safe à borderline safe. Et donc, on va discuter un petit peu là-dessus. Alors, on commence sur le portefeuille. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. On va directement à la page, comme d'habitude, du revenu attendu du portefeuille. 4 194 $ mensuels après impôt. C'est ce qui est attendu de ce portefeuille après 20 ans. Je vous rappelle que ce portefeuille donc, a un investissement de départ de 100 000 $. Avec des versements annuels complémentaires de 2 400 $, donc 200 $ par mois. Le portefeuille, c'est la situation de base, voit ses dividendes réinvestis pendant 20 ans, c'est-à-dire que les dividendes que vous recevez de ce portefeuille, vous les réinvestissez, vous ne les consommez pas. Et à partir de l'année 21, vous commencez à les consommer. Les dividendes sont imposés à un taux de 15%. Et l'objectif de tout ça, de ce portefeuille, c'est qu'il génère un revenu mensuel après impôt d'au moins 4 000 $ après 20 ans de travail, donc en année 21. 4 000 $ et puis qui continue effectivement à augmenter par la suite, comme vous le voyez. Donc, vous avez ici donc, le base case, donc 4 194 $ mensuels net attendus après 20 ans. Et on est au-dessus, presque 5% au-dessus de l'objectif qui est ici en orange, qui est de 4 000 $. Voilà, je vous rappelle aussi que si ce portefeuille peut être adapté à votre propre situation, vous pouvez faire des simulations en cliquant ici. Voilà, vous avez ce tableau. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez ici, sur les colonnes, donc c'est l'axe temporel, et puis les lignes décrivent différentes situations. Donc, notre base case, c'est cette ligne-là. Donc, vous avez un investissement de départ, c'est le premier chiffre de 100 000 $, 100K. Vous avez des versements complémentaires annuels de 2 400 $ et un taux d'imposition de 15%. Et donc, on trouve bien 4 194 $ de revenus attendus après 20 ans. Si vous avez un portefeuille plus petit, par exemple, de 10 000 $, donc, ce sont ici ces deux lignes. Vous choisissez celle qui vous correspond en termes de taux d'imposition. Donc, si vous êtes imposé à la flat tax à 30%, c'est la première ligne. Si vous êtes imposé à 15%, c'est la seconde. Si, par exemple, vous êtes imposé à 30%, ce qui est la situation majoritaire en France, donc un portefeuille avec un investissement de départ de 10 000 $ avec des versements complémentaires de 600 $ par an, les dividendes imposés à 30%, au bout de 20 ans, vous pouvez attendre pratiquement 500 $ de revenus mensuels nets. Donc voilà, vous avez ici toutes les... Donc on part en termes de taille de portefeuille, on part de 10 000 $, après 25, après 50, après 100, qui est le base case, et 250. Il est bien évident qu'on peut faire des simulations autant qu'on en veut. Donc si vous avez besoin de faire d'autres simulations, vous me le dites, et puis j'ajouterai les colonnes au tableau. Donc, 4 194 $. Cette slide, vous la connaissez aussi. C'est à peu près la même que l'autre, sauf qu'au lieu de raisonner en termes de dollars, en termes monétaires, elle raisonne en termes de rendement. Ce qui peut être intéressant si vous devez comparer plusieurs solutions d'investissement entre elles, en comparant le niveau de rendement, pardon. Ce qui est intéressant quand vous investissez sur le long terme, c'est de regarder le niveau de rendement. Aujourd'hui, le niveau de rendement de départ, en l'occurrence, on est sur du 6%. Ici, c'est net d'impôt.
Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est comment. Alors, est-ce que ce rendement va augmenter au fil du temps? Et puis, ensuite, si c'est oui, bah, avec quelle vitesse il va augmenter? Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le portefeuille, si vous investissez aujourd'hui, après un an, donc ça veut dire sur les 12 prochains mois, vous êtes sur un niveau de rendement net d'impôt de 6%. Ça ne bouge pas beaucoup. Je n'ai pas une chiffre après la virgule après 2 ans. Et puis, on commence à monter. Et vous voyez que après 20 ans, donc on revient sur le base case, donc ça correspondait aux 4 194 $ dont on a parlé tout à l'heure. Après 20 ans, donc en année 21, le flux de revenus, le flux de dividendes que vous allez toucher de ce portefeuille au titre de la seule année 21, donc si vous commencez aujourd'hui, on parle de 2046, le flux de dividendes que vous allez recevoir au titre de la seule année 2046 va représenter 34%, donc un tiers, de l'ensemble de l'argent que vous avez investi dans ce portefeuille depuis 20 ans. Donc l'ensemble de l'argent investi, c'est bien sûr les 100 000 $ de départ, mais c'est aussi les 2 400 $ de versement complémentaire que vous allez faire tous les ans. Donc en l'occurrence, 20 ans à 2 400, ça fait 48 000, plus les 100 000 de départ, ça fait 148 000. Donc en fait, le rendement attendu de ce portefeuille en année 21 va représenter 34% de 148 000. Donc voilà pour le rendement. Le commentaire hebdo, bien sûr. Donc, en termes de dividendes, cette semaine, on a eu 2 annonces, EPD et WEC, qui ont annoncé des dividendes inchangés dans les 2 cas. Donc là, on voit EPD, mais c'est normal parce que vous voyez que EPD augmente ses dividendes traditionnellement, excusez-moi, en février. Vous voyez par exemple qu'en 2024, on est passé de 0,5 à 0,515, et en août, on est passé de 0,515 à 0,525. Donc là, on a bien eu en février 25 l'augmentation par rapport à novembre 24, mais mai n'est jamais un trimestre au cours duquel EPD augmente son dividende. Donc il y a pas de... C'est une annonce inchangée, mais c'est tout à fait normal. Et la deuxième, c'est exactement la même chose, c'est WEC, c'est une utility américaine. Vous voyez qu'elle augmente ses dividendes en général une fois par an, et c'est au mois de mars. Vous voyez par exemple ici, on passe de 0,78 en décembre à 0,835 au mois de mars 24, et c'est la même chose en 25. On était à 0,835 en décembre 24 et on passe à 0,8925 en mars 25. Les mois de juin ne sont pas les mois de juin, donc on va dire le deuxième trimestre de l'année. Le dividende correspondant au deuxième trimestre de l'année est toujours stable par rapport à avant. Donc là aussi, aucun impact. On revient à notre commentaire hebdo. Donc on a encaissé 147 $ de dividendes cette semaine. Je crois que la semaine précédente, c'était 47, donc c'est un petit peu plus, en provenance de 3 sociétés, ARE, LFMDP et Rexer. Donc on a deux REITs, foncières, pardon, donc secteur immobilier, et LFMDP, c'est une plateforme online de soins, une plateforme médicale. Donc, au total, puisque vous savez maintenant, les réinvestissements ne se font plus chaque semaine, mais simplement une fois par mois, le total des dividendes encaissés depuis le début du mois d'avril, on en a pour 591 €. Et quand on additionne les versements complémentaires qu'on fait dans le portefeuille, on arrive au total, depuis le début du mois d'avril, à 750 $. Donc, il nous reste encore la semaine prochaine, et puis la semaine encore après, le premier lundi, on réinvestira tout cet argent. Aucun arbitrage dans le portefeuille cette semaine. En termes de qualité, donc on a pratiquement pas de changement. Donc on est toujours à une note de qualité du portefeuille. L'indice c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le safety rating du portefeuille calculé par Simply Safe Dividend est toujours de 70.
La part de nos sociétés qui ont un rating investment grade, c'est-à-dire triple B- et au-dessus par Standard & Poor's, est toujours aux alentours de 70-71%. Ici, on voit qu'on a une légère réduction de la décote du portefeuille, de l'ordre de 2%, pas grand-chose, c'est normal, puisque bien que le marché, le S&P 500 ait baissé cette semaine, en termes de prix, notre portefeuille a légèrement augmenté cette semaine, ce qui veut dire que tout chose égale par ailleurs, sa sous-évaluation théorique s'est légèrement réduite, mais on reste quand même aux alentours de 20%, ce qui est pas mal. Le revenu du portefeuille, il baisse de 11 $ cette semaine par rapport à la semaine précédente. On reste aux alentours des 4200, on est à 4205, maintenant on est à 4194. Pourquoi? Très simplement parce que les 147 $ de dividendes qu'on a reçus dans le portefeuille cette semaine sont intégrés, sont stockés dans la position de cash du portefeuille en attendant d'être réinvestis lors du premier lundi de mai. Comme vous le savez, la liquidité en portefeuille est rémunérée à un taux de 3,5% annuel, alors que les titres sont rémunérés à un taux bien supérieur. Donc, en fait, une augmentation de la pondération du cash en portefeuille, vient au détriment du rendement du portefeuille. Bien sûr, c'est un phénomène tout à fait temporaire, qui va se corriger dès le premier lundi du mois de mai, quand on va réinvestir tout ce cash. Le deuxième facteur qui influe aussi sur cette baisse de 11 $ du revenu attendu, c'est la remontée cette semaine du dollar américain contre le dollar canadien. Ça faisait plusieurs semaines que le dollar américain baissait pas mal. Il a remonté la semaine dernière. En quoi ça impacte négativement? C'est qu'on a environ, je crois, un peu plus de 20% de notre portefeuille qui est investi en titres canadiens. La baisse du dollar canadien par rapport au dollar américain, ça veut dire que ça baisse en fait la valeur exprimée en dollars américains, puisque notre portefeuille a pour devise domestique l'USD, le dollar américain. La valeur des dividendes canadiens baisse une fois exprimée en dollars américains. Pour le reste, le rendement sur coût d'achat qui passe de 6 à 34%, je voulais le montrer tout à l'heure, ça ne change pas. La valeur du portefeuille attendu en année 1 pourrait atteindre 934 000 $ environ, contre aujourd'hui, à vendredi en clôture, on était à 103 432 $. Ça implique une performance moyenne annuelle un petit peu supérieure à 11% par an, ce qui est supérieur à ce qu'a fait le S&P en performance total return sur les 100 dernières années. Bon, il y a un petit peu moins de 100 ans, mais 1928-2023. Le S&P a fait pratiquement 10, et donc nous, avec le portefeuille actuel, si tout se passe comme prévu, on fera un petit peu plus de 11. Donc on fera mieux, et ceci a démonstration du fait que le dividend investing ne va pas pénaliser votre performance. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez faire du dividend investing qui fonctionne, ça veut dire que vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de qualité, vous avez besoin de voir vos dividendes qui continuent d'augmenter au fil du temps, quelle que soit l'évolution du cycle économique et financier. Ça veut dire donc que vous êtes obligé d'investir dans des valeurs de qualité. Et il se trouve que les fondamentaux de qualité en bourse, sur le long terme, pas à court terme, pas à moyen terme, mais sur le long terme, la qualité, elle paye toujours. Donc, avec le dividend investing, vous allez sélectionner des entreprises de qualité. C'est ce qu'on a fait dans ce portefeuille. Ces entreprises nous versent des dividendes, par exemple cette semaine, 147 $, très régulièrement, qui forment un revenu. Ce revenu, vous décidez ce que vous en faites, vous le réinvestissez ou vous le consommez. Et au fil du temps, sur le long terme, là, parce que vous avez investi dans des entreprises de qualité, la valeur de votre portefeuille va s'apprécier au fil du temps, et donc les plus-values vont commencer à s'accumuler. En termes de performance, comme d'habitude, je donne ça uniquement à titre indicatif, parce que comme vous le savez, l'objectif de ce portefeuille n'est pas du tout de traquer ou de battre un quelconque indice ou marché, mais de réaliser son objectif, au moins son objectif de 4 000 $ de revenus mensuels nets. Mais cette semaine, ça s'est plutôt bien passé. Le portefeuille a gagné 2,2%, alors que le S&P, lui, a perdu 1,5%.
ce qui veut dire que depuis le lancement du portefeuille en fin juin 24, on est à plus 1,3. Le S&P est à moins 2,2. Qu'est-ce qui explique cette surperformance de notre portefeuille par rapport à l'indice? C'est simplement que, on n'est pratiquement pas investi sur la tech. Et si vous regardez la performance du S&P par rapport au Nasdaq, vous comprenez que c'est surtout la tech qui tangue et qui fait baisser les indices. Alors nous, on n'y est pas investi, pas parce qu'on n'aime pas, mais simplement parce que le secteur de la tech, traditionnellement, est un secteur qui a des besoins d'investissement très, très lourds et de ce fait, qui distribue peu ou pas de dividendes. Donc évidemment, nous, ça ne nous intéresse pas comme secteur. Par contre, on est plutôt investi sur des secteurs peu cycliques, les utilities, le tabac, l'alimentaire, et ou des secteurs relativement épargnés par les droits de douane, comme l'immobilier, qui est un secteur évidemment totalement domestique. Donc, quand on ajoute tous ces facteurs, en fait, c'est pour ça que notre portefeuille résiste plutôt bien. Il est bien évident que le jour où le marché a fini de corriger et remonte, a priori, c'est la tech qui va tirer la performance à la hausse. Et il est évident que nous, on va sous-performer le marché. Encore une fois, aucune inquiétude, ni aucune joie, ni aucune inquiétude, que ce soit en termes de surperformance ou sous-performance, puisque notre seule boussole, c'est 4 000 $. C'est supérieur ou égal à 4 000 $. Voilà, ça je vous l'ai montré. Ça, c'est le flux de dividendes qu'on reçoit. Donc, chaque barre correspond à une semaine. Donc, celle-ci, c'est 42. C'est la semaine qui vient de s'écouler. Donc, on est pratiquement à 140, pratiquement à 150 $. Donc, pour la ligne bleue, là, c'est sur l'échelle de gauche. Donc, on est pratiquement à 150. Et les barres orange, en fait, vous montrent le cumul de ce qu'on a touché en termes de dividendes depuis le lancement le 28 juin 2024. Et donc, on est en l'occurrence à 4 324 $. Ça, c'est le tableau de la liquidité. Donc, comme je vous l'ai dit, on a encaissé 147 $ de dividendes cette semaine. Ce sont les trois valeurs que j'ai écrites ici en bleu. Donc, 37 $ en provenance de Hare, 77 en provenance de l'FMDP et 33 en provenance de Rexer, qui s'ajoutent à ceux de la semaine précédente. On avait simplement les 47 $ de Franklin Templeton on va dire orange. Et la semaine encore avant, la première semaine d'avril, elle avait été très, 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 très riche, puisque ce sont toutes les opérations marquées en vert. Donc, au total, 591 $, c'est la somme de tout ça. Jusqu'ici, 591 $ de dividendes encaissés. La rémunération de notre cash, donc les fameux 3,5% annuels dont je vous parlais tout à l'heure, sur les 3 premières semaines d'avril, ça nous donne 9 $ de rémunération. C'est ce chiffre violet ici. Et 150, c'est les 2400 $ de versement additionnel annuel. Ça fait 200 $ par mois, ça fait 50 $ par semaine. Donc là, on est à la 3e semaine d'avril, donc 3 fois 50, ça fait 150. Et donc, voilà. Donc 591 de dividendes plus 159 de nouvelles liquidités, ça nous fait nos fameux 750. 750 qui vont encore s'accroître sur la semaine qui s'ouvre, même si pas de beaucoup, parce que je crois qu'on attend un seul dividende la semaine prochaine. En tout cas, ça veut dire que la semaine encore d'après, on va avoir peut-être, mettons, 800-850 $ à réinvestir. Ce qui va être particulièrement intéressant, d'abord parce que la somme est importante quand même, 850 $, peut-être un petit peu plus. Et puis, ça va être d'autant plus intéressant si, alors évidemment, ça, c'est pas nous qui le contrôlons, mais si les marchés n'ont pas fortement rebondi d'ici là, et donc on aura l'opportunité d'investir 850 $ sur des niveaux de prix très attractifs. Donc voilà pour le portefeuille. On va passer un petit peu sur Pfizer maintenant. Donc Pfizer, c'est une valeur du portefeuille. Vous la voyez ici, symbole PFE. Donc on en a environ on a 114 titres, on en a pour 3 000, on va dire 200 $.
La valeur de marché, c'est 2005, donc évidemment, on perd pas mal d'argent là-dessus. Elle compte pour 2,40 de l'argent du capital investi. C'est une valeur sur laquelle le taux de rendement par rapport à la position historique est de 6,15. C'est pas mal, mais c'est pas non plus fantastique, puisque comme vous le voyez, le portefeuille dans son ensemble fait 6,82. Et quant au taux de croissance du dividende, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas fabuleux. Sur 10 ans, on est à pratiquement 5% par an, mais on a fortement ralenti sur les 5 dernières années. On ne monte plus que de 3% par an. Et les dernières publications étaient encore moins bonnes, puisque on est sur du 2,4% par an. Alors pourquoi je vous parle de Pfizer? Parce que malheureusement, et on peut le voir ici sur le qualitatif, Pfizer là ici, voilà, Pharmaceuticals, le safety score, qui était de 75 la semaine dernière, il est passé à 60. Le safety score, donc, c'est vraiment l'indicateur qualitatif le plus important, vraiment celui qui vient en premier, absolument en premier, qui est absolument crucial dans la sélection de valeurs qui vont rentrer dans le portefeuille. Et c'est celui qui concourt au fameux safety score du portefeuille qui est de 70. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Pfizer? Il y a quatre alors d'abord, pas de panique, parce que 60, bon, c'est moins bien que 75, mais ça reste, ça fait partie de la 60, on peut le voir ici, voilà. Donc 60, on est dans le borderline, donc avec un risque de réduction du dividende modéré sur un cycle économique complet. Mais jusqu'à la semaine dernière, le rating était de 75, donc on était dans la catégorie safe, ce qui évidemment est mieux que borderline. Et là, en fait, le commentaire qualitatif, vous le voyez, c'était une réduction du dividende était improbable. Alors, pourquoi ce changement? Il y a quatre motifs dont je vais parler et qui vont par niveau de gravité, on va dire comme ça, croissant. Le premier, c'est les tarifs. Ensuite, c'est de potentiels changements au niveau de la fiscalité. Ensuite, c'est des changements à la tête de la FDA. Et puis, le dernier, c'est le pipeline de produits. Alors, en termes de tarifs, bon, je crois que tout le monde est au courant que la nouvelle administration est en train d'imposer de nouveaux tarifs. Alors, bon, ça change un petit peu tous les jours. Trump, apparemment, sur le secteur du Big Pharma, a parlé de potentielle augmentation de droits de douane à l'importation pour le Big Pharma, donc tous les produits avec ordonnance, quelque chose entre 50 et 200%. Alors évidemment, bon, la fourchette est large. On a eu une étude de Barron's qui, effectivement, récemment, essayait de pricer un petit peu ce que ça pouvait vouloir dire comme impact sur le Big Pharma. Évidemment, il n'y a pas que Pfizer. L'impact n'est pas forcément attendu, n'est pas forcément monstrueux, même si évidemment, si les droits de douane augmentent de 200%, il sera mathématiquement supérieur à plus 50. Là où c'est plutôt pas mal pour Pfizer, c'est que sur leurs 37 sites de production au niveau mondial, ils en ont 13 aux US. Ce qui, a priori, les place dans une situation, ça leur donne un petit peu de flexibilité si les droits de douane étaient mis en pratique et surtout si on était plus près de plus de 100% que plus de 50%, ils pourraient augmenter la production aux US de façon à, dans une certaine mesure, de façon à éviter d'être trop pénalisé par les droits de douane. Le deuxième, c'est donc ça, c'est un facteur qui joue à bon, évidemment, l'incertitude aujourd'hui, hein, c'est ce qui drive les marchés. Donc là, potentiellement, on n'en sait rien encore, mais potentiellement, on a de mauvaises nouvelles qui pourraient se matérialiser. Le deuxième problème, c'est des changements dans le tax system aux US. Ça fait très longtemps qu'on sait que le Big Pharma ne joue pas très fair play en termes d'imposition sur leurs bénéfices. En fait, donc là, c'est Pfizer avec tous les autres Big Pharma. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des groupes, évidemment, ce sont des multinationales qui ont une grosse présence aux US, qui est de loin le plus gros marché pharma du monde, mais qui ont aussi beaucoup
qui ont beaucoup de filiales à l'étranger, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'attribuer le gros de leurs profits à leurs filiales étrangères. Surtout lorsque ces filiales étrangères sont localisées dans des pays où la fiscalité, on va dire ça comme ça, est plus douce. Je pense notamment à l'Irlande. Donc l'idée, c'est en fait d'attribuer les bénéfices réalisés par la vente de médicaments aux US, d'attribuer ces bénéfices à des pays où la fiscalité est plus basse. C'est pas très fair play, c'est pas illégal, mais c'est pas très fair play. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, Trump veut donner un grand coup de pied dans ce système et veut tout changer. Là aussi, si une étude préliminaire a été faite, si Pfizer était contrainte de, entre guillemets, rapatrier les bénéfices réalisés aux États-Unis et de les répatrier, par exemple, de l'Irlande vers les US, on estime l'impact potentiel pour Pfizer entre 5 et 10% de sa bottom line, entre 5 et 10% de ses bénéfices. Alors bon, c'est pas monstrueux non plus, c'est pas quelque chose qui va porter Pfizer à la faillite, mais c'est un impact qui va s'ajouter à l'impact précédent des droits de douane et aux deux impacts dont je vous ai pas encore parlé. Donc c'est un petit peu une accumulation alors pour l'instant on en est au stade des menaces, mais la probabilité que les choses changent pour le Big Pharma US, pas dans un sens positif, est quand même assez importante. Le troisième élément, c'est la FDA. Vous savez qu'aux US, la FDA, c'est le grand Manitou pour le secteur de la santé. Aucun médicament, aucune molécule ne peut être approuvée à la commercialisation sur le sol nord-américain sans l'approbation de la FDA. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu, vous savez déjà que Trump a nommé Robert Kennedy Jr. à la tête de la FDA, ce qui déjà en soi n'est pas une très bonne nouvelle puisque le monsieur en question est plutôt un anti-vax et que Pfizer est un poids lourd dans les vaccins. Donc ça veut dire déjà il y a une évolution qui n'est pas très positive, c'est-à-dire que la santé est en train d'être politisée aux US, plus qu'elle ne l'était déjà avant. Et ce qui veut dire qu'on perd un peu en prévisibilité. Alors ça, c'est ennuyeux pour les entreprises du secteur, parce qu'elles ont besoin évidemment de stabilité, de visibilité, parce que les cycles de développement de molécules, etc., le cycle de la recherche est très très long. Donc ça, plus de volatilité, moins de prévisibilité, ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu le départ un petit peu apparemment surprise de M. Peter Marks, qui était une figure clé à la FDA et qui chapeautait tout ce qui concerne les vaccins et les thérapies biologiques. Alors, je n'ai pas trop approfondi l'histoire. J'imagine que son départ n'est pas totalement étranger à l'arrivée de Kennedy Jr. à la FDA, puisque celui-ci est anti-vax, comme on l'a dit. Mais le fait est que là aussi, point d'interrogation, puisqu'aucune décision n'a été prise encore, mais l'évolution, a priori, ça ne va pas être positif pour le secteur du Big Pharma US et pour Pfizer, qui en fait partie. Le quatrième motif, alors ça, ce n'est pas un motif qui est nouveau, mais c'est un motif sur lequel le marché commence à mettre plus de pression. Justement parce que les autres, justement parce que sur les trois facteurs précédents dont je vous ai parlé, ça commence à sentir pas très très bon. Ce quatrième facteur, c'est le plus important, c'est ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire ce sont tous les nouveaux produits, les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments que Pfizer est en train de développer et espère commercialiser de façon à produire les relais de croissance pour Pfizer. Le marché est en train de mettre la pression sur Pfizer pour comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on en est, quels sont les débouchés potentiels, et puis aussi un calendrier. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les développements sont très très longs, et puis de toute façon, il faut que ça passe le barrage de la FDA. Sinon,
Sinon, aucune vente n'est possible aux US. Alors, au niveau du pipeline, il y a une mauvaise nouvelle qui s'est matérialisée récemment, c'est que Pfizer apparemment aurait pris la décision de stopper le développement d'une molécule qui s'appelle le danuglipron, qui est une molécule expérimentale qui vise à lutter contre le surpoids. Alors, vous savez sans doute que c'est vraiment le hype dans le secteur de la santé aujourd'hui. Si vous suivez le marché européen, vous connaissez peut-être Novo Nordisk, une entreprise danoise qui d'ailleurs était, je ne sais pas si elle l'a encore, mais qui était une des toutes premières capis de la bourse européenne, qui commercialise un médicament très connu qui s'appelle le Wegovy. En général, ce sont des molécules qui ont été développées contre le diabète, et puis on s'est aperçu qu'elles avaient des effets très bénéfiques pour la perte de poids. Alors c'est important dans le monde entier, mais c'est particulièrement important aux US où la population en surpoids est très importante. Le danuglipron, le marché attendait que ça puisse devenir potentiellement un blockbuster dans le secteur. Ça veut dire des ventes attendues sur un médicament de au moins 10 milliards de dollars. Donc, même pour Pfizer, même si c'est une très grosse entreprise, 10 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance. Le développement du pipeline de Pfizer est particulièrement important pour deux raisons. Le premier, c'est que Pfizer a énormément profité en termes de business, en termes de vente de vaccins de la crise Covid, puisqu'effectivement, ils étaient les principaux producteurs de vaccins. Mais les ventes liées au vaccin ont explosé très violemment à la hausse avec l'explosion de la maladie. Mais contrairement à ce qu'attendait Pfizer, elles se sont effondrées tout aussi violemment dès que la crise, disons, du Covid s'est atténuée. Et donc aujourd'hui, Pfizer se retrouve un petit peu avec un pipeline, alors pas dégarni, mais clairement, elle pensait pouvoir compter sur une certaine récurrence de ces ventes de vaccins pendant plusieurs années. Mais encore une fois, l'effondrement des ventes post-crise Covid a été bien plus fort et soudain qu'attendu. Le deuxième élément, c'est que, ça c'est pas spécifique à Pfizer, c'est que Pfizer est une entreprise qui a devant elle ce qu'on appelle un patent cliff, c'est-à-dire qu'elle a un nombre important de ces médicaments, molécules aujourd'hui commercialisées sur le marché, qui vont bientôt perdre le bénéfice, la protection du brevet, qui vont passer dans le domaine public. Là aussi, ce qu'on observe historiquement, c'est que quand une molécule tombe dans le public, et donc les génériques peuvent la copier, la société, le groupe, l'entreprise le Big Pharma qui commercialisait, qui bénéficiait du brevet, du jour où le brevet disparaît, les ventes de l'entreprise, qui a donc inventé en fait cette molécule, ce médicament, elle s'effondre très très violemment. Et dans le cas de Pfizer, on estime que d'ici 2028, donc c'est quand même bientôt, ils ont un patent cliff, donc une perte de brevet sur 17 milliards de dollars de ventes. Pour vous donner une idée, 17 milliards de dollars, c'est un quart des ventes totales de Pfizer. Donc tout ça, quand même, aide à comprendre le nervosisme ou la nervosité, je ne sais plus, des investisseurs par rapport à Pfizer. Et ils veulent maintenant avoir plus de certitude et plus d'assurance de la part de Pfizer sur son pipeline et sa capacité donc à dépasser ce patent cliff et à trouver de nouveaux relais de croissance sur le long terme. La chose intéressante, c'est que Pfizer a profité de la manne de son vaccin contre le Covid, de la manne financière, pour faire un grand nombre d'acquisitions très, très massives sur les dernières années. Depuis le Covid, Pfizer a acheté des entreprises pour 65 milliards de dollars. Et donc,
pour justement mettre en place ce pipeline et mettre en place ces relais de croissance. Et c'est sur ce pipeline vraiment que le marché aujourd'hui devient très, très nerveux et veut des assurances. Donc, l'accumulation de ces facteurs et des menaces en termes de tarifs, en termes de changement de la fiscalité, en termes de changement à la FDA, plus cette grosse incertitude sur le pipeline, qui encore une fois n'est pas nouvelle, mais qui devient plus prégnante aujourd'hui, vu que les autres composantes du puzzle deviennent plus négatives. C'est ce qui a poussé donc notre partenaire SimpliSafe Dividend à réduire assez sensiblement son safety rating, même si encore une fois on reste dans la catégorie borderline. Borderline pour SimpliSafe Dividend, statistiquement, ça veut dire que quand vous êtes là, vous avez 2/3 des entreprises qui font partie du borderline qui réussissent à maintenir leurs dividendes sur un cycle économique complet. Alors, c'est pas mal, mais ça veut dire aussi qu'il y en a un tiers qui ne réussissent pas. Aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir si Pfizer fera partie des 2/3 qui vont réussir à le maintenir ou du tiers qui ne réussira pas. Mais en tout cas, on est dans une position qui est clairement un peu moins confortable que ce qu'on était, ne serait-ce qu'avant l'élection de Trump. Alors, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, il y a quand même de bonnes nouvelles. Alors, ce ne sont pas des nouvelles, ce sont des bonnes choses qui ne sont pas nouvelles chez Pfizer. Il y en a deux notamment. D'abord, c'est quand même une grande solidité financière du groupe. J'en ai pour preuve que le credit rating de Standard & Poor's, c'est toujours single A. Donc, c'est quand même très, 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 très élevé. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'un rating de grande qualité. Ce qu'il y a derrière ce rating, c'est la grande solidité financière. Et notamment le fait que le groupe, malgré ses 65 milliards d'acquisitions sur les dernières années, est comme une entreprise qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash flow. Et donc, sa situation financière est très saine. Pour vous donner une idée, le ratio dette to EBITDA, on est à 1,8, ce qui est quand même plutôt bon. Malgré tout, Pfizer, on peut le voir ici, n'a une dividend streak, c'est-à-dire un nombre d'années consécutifs au cours desquelles le dividende n'a pas été réduit, qui n'est que de 14 ans. Vous voyez qu'on a d'autres entreprises qui ont des dividend streaks bien supérieurs. Sur Chevron, on est à plus de 100 ans. Les banques canadiennes, là, on est pratiquement à 200 ans sur Bank of Montreal. Toronto Dominion, une autre banque canadienne, on est à 168 ans. Hershey, on est à 95 ans, secteur alimentaire aux US. Enbridge, infrastructure de transport, stockage, etc., de pétrole et gaz naturel à 72 ans. Donc 14, c'est... Et en fait, ce qui s'est passé sur Pfizer, c'est qu'en 2009, ils ont coupé leurs dividendes de quand même 40%. Alors, ils ont fait la réduction en 2 fois. Une grosse réduction sur 2009 et ils ont réduit de nouveau de façon plus modérée en 2010, mais au total, ça fait 40%. C'est quand ils ont fait une très grosse acquisition qui s'appelait WIThe. Donc, même si, lorsqu'on est en présence de très très longues dividend streaks, ce n'est pas non plus une garantie absolue que le dividende ne sera jamais coupé au futur. Une dividend streak de 14 ans pour Pfizer, on comprend bien qu'on est dans une situation qui est moins solide. Et donc, comme je viens de le dire, le groupe a déjà coupé son dividende de façon assez sensible en 2009 pour financer une grosse acquisition. Si le pipeline actuel dérivant des acquisitions, en grande partie des acquisitions qui ont été faites post-Covid, ne devait pas porter ses fruits, on ne peut pas exclure la possibilité que Pfizer décide de nouveau de faire une très grosse acquisition. Elle serait forcément grosse parce que pour peser dans la balance de Pfizer, il faut qu'elle soit grosse. Et dans ce cas-là, pour éviter peut-être un déclassement de son credit rating par S&P, Pfizer pourrait être contrainte de baisser son dividende de façon à verser moins d'argent aux actionnaires et de regarder plus en interne pour financer sa recherche et pour financer ses acquisitions. On n'en est pas là encore aujourd'hui, mais c'est un risque.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous? Alors, le titre, il reste en portefeuille, puisque 60, c'est moins que, c'est inférieur à la moyenne du portefeuille qui est à 70. Mais vous voyez, je les ai mis en rouge ici. Vous avez, on a d'autres entreprises en portefeuille qui ont des ratings similaires, voire inférieurs. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que je vais continuer à ne pas acheter, renforcer nos positions dans Pfizer. C'est déjà quelque chose depuis on a acheté du Pfizer donc au lancement du portefeuille au mois de juin, quand on a constitué le portefeuille en juin 24. Depuis, j'ai dû acheter vraiment très très peu de nouvelles actions. Et donc, on va simplement continuer à prendre nos dividendes tant que Pfizer paye. On ne va pas acheter de nouvelles actions, même si on profiterait aujourd'hui d'un niveau de rendement qui serait bien supérieur, puisque comme je l'ai dit, sur notre position actuellement détenue en portefeuille sur Pfizer, on a du c'est ici, Pfizer, on a du 6,15. Si vous achetez aujourd'hui du Pfizer, si vous y croyez, vous rentrez sur un niveau pratiquement de 7,80 de rendement. Donc, c'est quand même assez attractif. Mais les risques que je viens de vous développer sont quand même réels. Donc, autant garder la position. Si les risques se matérialisent, on vendra la position en perte, mais ce n'est pas un problème. Si au contraire, les nuages commencent à s'éclaircir, et surtout si on a des éléments qui nous rassurent sur la qualité du pipeline de nouveaux produits de Pfizer, dans ce cas-là, ce qui se traduirait aussi par une réaccélération de la croissance de ces dividendes au futur, dans ce cas-là, on pourrait envisager effectivement d'acquérir de nouvelles actions de Pfizer. Donc voilà, je crois que cette fois, c'est à peu près tout. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.